Bonjour à toutes et à tous. Pour la 4e édition du podcast produit par Darwin Nutrition, Révolutions alimentaires, nous allons parler bien, parler gras. Car comme vous le savez, si vous aussi vous êtes fan de Kaamelott, le gras, c'est la vie. Ouais, c'est pas faux. Oui, mais quel gras pour quelle vie? Telle est la question. Vous êtes plutôt charcuterie industrielle ou huile vierge de lin bio pressée à froid? Vous préférez le camembert pasteurisé ou la purée d'amandes complète passée dans une meule de pierre à basse température? Car nous avons besoin de graisse pour vivre. Les acides gras ont une fonction structurelle dans nos cellules, mais aussi une fonction de stockage de l'énergie et de protection des organes vitaux ou encore de production d'hormones. Alors pourquoi avons-nous succombé au marché des allégés et fait la chasse au gras ces dernières décennies? Il est temps de faire le point sur la diversité des gras, les apports recommandés, les meilleures huiles pour la santé et la façon de les cuisiner, ou encore les besoins spécifiques à chaque âge. Pour évoquer ce beau sujet, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Béatrice Moriot et Sébastien Loctin. Béatrice Moriot est titulaire d'un doctorat en physiologie de la nutrition. Elle a dirigé une équipe sur la prévention de l'obésité au sein de l'unité de nutrition humaine à Clermont-Ferrand. Elle a ensuite rejoint le laboratoire Carmen, cardio-métabolisme, diabète et nutrition, à Lyon pour travailler sur les mécanismes cellulaires en lien avec la prévention nutritionnelle. Impliquée dans des missions d'expertise en France et à l'international, elle est membre du comité d'experts en nutrition à l'ANSES. Elle est présidente de la Société française de nutrition. Sébastien Loctin est quant à lui un papa engagé, passionné par la bonne bouffe. Né à Lyon au sein d'une famille de traiteurs, boulangers et pâtissiers, il a toujours eu le goût de la cuisine vraie. Il a effectué l'essentiel de sa carrière dans de grandes entreprises de l'agroalimentaire, dont Le Sieur et Rémy Martin. Son parcours du champ à l'assiette lui a permis d'apprécier ce qu'est devenu notre alimentation et de réaliser que nous étions loin non seulement du souvenir qu'il en avait enfant, mais aussi de ce qu'il souhaitait pour ses propres enfants. En 2010, il change de vie pour créer BioFutur et défendre avec bon sens et passion un modèle alimentaire qui prenne soin de l'humain et de la planète. Merci beaucoup à tous les deux de venir partager votre passion pour le gras aujourd'hui avec nous. Une première question qui s'adresse à vous deux. Comment chacun dans votre parcours en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux matières grasses? Béatrice d'abord et ensuite Sébastien. Oui, bonjour. Alors, moi, tout simplement, j'ai commencé à découvrir le monde de la recherche au travers du métabolisme énergétique dans le corps entier au cours de la vie. Donc, j'étudiais comment évoluait la dépense énergétique au fur et à mesure qu'on vieillissait et quels étaient les principaux déterminants du métabolisme énergétique. Et dans le métabolisme énergétique, on traite forcément des substrats énergétiques. Et le gras, c'est un substrat énergétique extrêmement important qui va être oxydé dans l'organite qui produit l'énergie pour nos cellules, c'est la mitochondrie. Et au fur et à mesure de mes travaux, je me suis rendu compte que les acides gras, au-delà d'être des substrats énergétiques majeurs, c'était aussi des éléments bioactifs pour la cellule qui régulaient une partie des fonctions cellulaires. Donc, j'ai commencé à travailler ensuite sur la qualité des acides gras. Et voilà. Merci, Sébastien. Bonjour Louise, écoute, moi c'est surtout une histoire de famille. Tu vois, depuis tout petit, je baigne dans l'huile, dans le beurre, dans la crème. Et puis naturellement, j'ai commencé ma carrière chez Le Sieur, où j'ai passé 10 ans, donc une forme de continuité. Et donc le gras, j'ai envie de dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis ensuite, j'ai appris à le comprendre et puis surtout à l'aimer davantage. Une question pour Béatrice. Vous me disiez en préparant l'émission, le gras c'est comme l'humour, on ne peut pas s'en passer. C'est quoi en bref le gras? À quoi ça sert? Et quel est l'impact du gras sur l'organisme? Déjà, qu'est-ce que c'est que le gras pour nous au quotidien dans notre alimentation? Bon, le gras, c'est un très large panel de molécules très, très différentes, mais la plus importante des molécules qui est représentée dans notre nutrition, ce sont les triglycérides. C'est eux qui vont former les huiles, le beurre, la margarine, le gras animal, etc. Donc, globalement, chimiquement, c'est un squelette de glycérol sur lequel est estérifié 3 acides gras. Alors, l'acide gras, il y en a plusieurs classes, on en entend beaucoup parler, notamment des acides gras saturés avec l'huile de palme, mais il y a aussi les monoinsaturés, les polyinsaturés, et on reviendra progressivement dans l'émission autour de la qualité en fait de ces différents types d'acides gras.
Alors, de par leurs propriétés physico-chimiques très différentes, ces acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés vont avoir des rôles structurants majeurs de nos membranes cellulaires et aussi des organites qui sont à l'intérieur de cellules. Donc, ils vont jouer un rôle très très important dans la gestion de la fluidité membranaire, la gestion des fonctions des organites et de ce fait-là de nos cellules. De plus, ces acides gras, qu'ils soient saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés, vont avoir des rôles bioactifs. Alors, dans les polyinsaturés, ce sont des précurseurs des éicosanoïdes, ce sont des dérivés oxydés qui ont des rôles comme des hormones qui vont agir au niveau local, qui vont avoir réagir au niveau de la cellule pour gérer l'inflammation. Elles vont avoir un rôle important, par exemple, dans l'agrégation plaquettaire, mais beaucoup d'autres fonctions très, très diverses. Et aussi, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus dans mon travail scientifique, c'est que certains de ces acides gras sont des activateurs de récepteurs nucléaires et donc ils vont jouer un rôle très important dans l'orientation de l'expression de gènes cruciaux pour le fonctionnement de la cellule. Ils vont gérer l'expression des gènes et ça, à terme, c'est des protéines, des enzymes qui vont être différentiellement exprimées sous l'effet de certains acides gras. Et enfin, il y a une notion très importante qu'il faut garder en tête, c'est que notre organisme a besoin de stocker des triglycérides avec ces acides gras greffés sur ces triglycérides dans un tissu dédié. C'est ce qu'on appelle la masse grasse ou le tissu adipeux. Il en existe plein de dépôts au niveau de notre organisme. Ces dépôts sont très importants parce qu'ils constituent des réserves énergétiques indispensables pour résister. Alors avant, c'était aux périodes de restriction. Maintenant, on souffre un petit peu moins dans nos pays. Mais c'est aussi important pour se protéger du froid. Et ces tissus adipeux, ces dépôts adipeux vont aussi avoir des fonctions physiologiques très, très importantes. Les différents dépôts adipeux vont sécréter plusieurs hormones, des cytokines, des métabolites, qu'on va appeler des adipokines, pour des hormones sécrétées par l'adipocyte. Et ces hormones vont jouer un rôle vraiment majeur dans le contrôle de l'équilibre énergétique de l'organisme. Alors, je vais prendre deux exemples, tout simples. La masse grasse sécrète la leptine, qui est une hormone de la satiété, donc une hormone dont le message va être intégré par le système nerveux central pour réguler la prise alimentaire. Donc la masse grasse joue un rôle important dans la régulation de la prise alimentaire. Une question pour Sébastien. Au regard de ce bel exposé que Béatrice vient de nous faire, comment en sommes-nous arrivés à devenir lipophobes ? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Béatrice, j'ai envie de dire en conclusion que le gras, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal d'en être lipophobe. Mais tout ça trouve sa source dans les années 60, à un moment où finalement, l'industrie agroalimentaire a un petit peu chargé à tort le gras au détriment du sucre. L'industrie du sucre a été jusqu'à financer un certain nombre d'études pour entre guillemets, laisser penser que le lien entre le gras et les maladies cardiovasculaires était évident et que le coupable était le gras, dédouanant complètement le rôle du sucre à l'époque. Et pendant des années, les médecins et les professionnels de santé du monde entier ont pris pour parole d'évangile cette parabole selon laquelle toute maladie cardiovasculaire a pour cause alimentaire un excès de gras. Voilà, donc il y a eu une espèce de chasse aux sorcières lipidique qui a duré plus de 50 ans. Et tous les autres substrats énergétiques, le sucre en premier chef, n'ont pas été inquiétés du tout à l'époque. Pourtant, il y avait des contestations, mais c'est le gras qui a perdu. Alors, c'est un message qui est assez simple de laisser croire que le gras est responsable de tous nos maux, puisque finalement, quand on regarde notre corps, si on part du postulat que nous sommes ce que nous mangeons, si l'on regarde notre corps et notre petite bedaine, et ben on y voit du gras. Et donc, nécessairement, le lien entre gras et notre surpoids paraît assez évident sur un plan consommateur, et ça a fait le jeu, évidemment, des actions de santé publique. Alors tout ça, ça a été depuis fortement contesté. Il y a eu beaucoup de publications et beaucoup d'études qui ont démontré que le véritable fautif n'était pas finalement tant le gras, mais plutôt l'excès de sucre, avec en plus une double peine, puisqu'il génère également une sécrétion d'insuline pour stocker justement et transformer ce gras. Et quand il en sécrète trop, il ne laisse évidemment aucune chance à l'organisme de brûler ces lipides qui vont s'accumuler
et continuer d'entretenir un petit peu cette lipophobie en laissant penser aux gens que le gras qu'on a dans le corps est le gras que nous mangeons. Voilà, donc le véritable coupable finalement n'est pas le gras, mais plutôt l'excès de sucre. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de réhabiliter le gras. Ça prend du temps, l'idée est bien ancrée, mais c'est un peu pour ça qu'on est devenu lipophobe. Et une autre question pour Sébastien, pourquoi le gras c'est si bon? Pourquoi ça nous plaît d'un point de vue gustatif? Le gras, c'est un grand paradoxe. C'est un grand paradoxe parce que la matière grasse en tant que telle, elle n'a pas nécessairement une saveur très prononcée. Et pourtant, une alimentation sans gras, c'est extrêmement fade. Pourquoi? Parce que le gras, c'est d'abord le support de très nombreux arômes. C'est un formidable exhausteur de goût. Il va lier les saveurs, il va les exalter, il va donner du relief à nos plats. Ensuite, c'est un formidable agent de texture, le gras. Il apporte de la sapidité. Il offre une impression tactile très agréable, c'est fluide, c'est un peu mou, c'est onctueux, ça laisse un léger film en bouche qui va permettre d'avoir une persistance des saveurs en bouche. Donc nécessairement, le gras a un rôle de texturant et de transporteur de saveurs très important. Et d'ailleurs, depuis tout petit, depuis bébé, on est appelé à aimer le gras. Le lait maternel lui-même est très gras. Donc on a un espèce de réflexe quasi pavlovien en destination du gras, et il suffit de mettre tous les parents qui ont eu du mal à faire manger les purées des enfants, il suffit parfois de rajouter une petite noisette de beurre ou un petit filet d'huile dans la purée, et tout de suite, ça devient gourmand, et l'enfant mange avec appétit. J'aimerais rajouter sur le plan scientifique, quand même, on considère maintenant le gras comme la sixième saveur. C'est une saveur fondamentale qu'on appelle l'oléogustus. C'est une saveur au même titre que le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami. Et d'ailleurs, on peut être fier que c'est une équipe dijonnaise pilotée par Philippe Bénard qui a mis en évidence des récepteurs lingos au gras qu'on appelle des récepteurs CD30. Et donc qui montre que le gras a un goût, le goût du gras. Écoutez Béatrice, je suis ravi parce que j'étais frustré qu'on se limite à ces 5 saveurs, effectivement, amer, acide, sucré, salé, umami. Donc ravi de voir le gras rejoindre cette corde des 5 sens. Mais puis-je me permettre de rajouter une petite, quelques commentaires par rapport à la question précédente sur les facteurs qui peuvent être responsables de la prise de poids, au-delà du sucre qui est aujourd'hui quand même très mis en avant comme responsable de la prise de poids. Je pense qu'il faut tempérer un petit peu nos ardeurs par rapport au sucre, parce que le sucre c'est un facteur parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres. En fait, on comprend aujourd'hui que il n'y a pas que le gras et le sucre qui soient responsables d'une prise de poids excessive. Il y a des mécanismes extrêmement complexes qui englobent bien sûr la qualité de notre alimentation, sa quantité, mais aussi l'environnement, notre génétique, notre empreinte épigénétique, notre niveau d'activité physique. Donc vraiment, je pense qu'il faut assouplir un petit peu au niveau de l'identification du responsable. Je dirais plutôt il y a de très très nombreux responsables et le système est extrêmement complexe. Merci de nous plonger au cœur de la belle complexité du vivant. Et une question pour vous deux. Parmi cette diversité dont vous parliez, Béatrice, au début, c'est quoi le bon gras? Et plus précisément, quelles huiles et plus généralement, quelles matières grasses privilégier ou éviter? Donc Sébastien peut-être d'abord et ensuite Béatrice. Alors, quelles huiles, qu'est-ce que le bon gras? Moi, je serais également d'avis de modérer un petit peu et de ne pas diaboliser les sources de matières grasses. À partir du moment où elles sont consommées sans excès, de manière variée également, et surtout non transformées, le moins transformées possible, toutes les matières grasses peuvent être consommées. Malheureusement, dans une société qui est très déséquilibrée nutritionnellement, on a effectivement des recommandations qui vont aller davantage vers des huiles, des matières premières qui sont plutôt végétales et qui sont plutôt riches en oméga 3 puisqu'on est effectivement carencé. Donc plutôt que de rationaliser notre alimentation comme on le fait depuis un certain nombre d'années en surconsommant un ou deux types d'huile seulement et en chassant d'autres types de matières grasses, je serais plutôt dans une logique de recommander de consommer au quotidien
des huiles végétales qui sont riches en oméga 3, telles que le colza, le lin, la cameline, la noix, ou même des mélanges d'huiles, et surtout de les consommer, et là j'insiste, le plus brut possible en agriculture biologique pour éviter tous les process de transformation ou d'ultra-transformation qui pourraient altérer la matière première. Béatrice? Il n'y a pas de bon et de mauvais gras, tout est bon, pour autant qu'il soit consommé avec modération. Et qui dit modération dit variété, dit modulation dans la qualité, dans les sources des lipides, des huiles que l'on consomme. Je recommanderais de consommer effectivement des huiles vierges, peu processées, mais un bon beurre frais issu d'une vache élevée à l'herbe, pour moi, sur une tartine, c'est le paradis. Vous nous donnez faim. Sébastien, vous parliez d'oméga 3, peut-être quand même un petit mot pour expliquer pourquoi ils sont importants et indispensables, peut-être Béatrice? Alors oui, notre organisme est tout à fait capable de fabriquer la plupart des acides gras qu'il va stocker ou utiliser pour ses fonctions cellulaires à partir d'autres substrats énergétiques. Donc Sébastien parlait tout à l'heure du sucre, c'est un très bon précurseur lorsqu'il est consommé en excès, via d'une part sa composition chimique, mais aussi parce qu'il induit la sécrétion d'insuline, il va stimuler ce qu'on appelle la lipogénèse de novo dans notre organisme. C'est la synthèse de novo de gras. Donc à partir du sucre, on est capable de fabriquer des acides gras qui vont être saturés et devenir aussi, ils peuvent devenir monoinsaturés. Mais il n'y a pas que le sucre, il y a l'alcool. Dernièrement, il a été très bien démontré que certains acides aminés aussi pouvaient induire cette lipogénèse de novo, cette synthèse d'acides gras nouveaux dans l'organisme. Alors ces acides gras synthétisés dans notre organisme, ils sont surtout saturés au départ, et puis ils peuvent devenir monoinsaturés par les transformations enzymatiques. Mais le problème, c'est que notre organisme n'est pas capable de les rendre polyinsaturés. Alors pour cela, on a besoin de consommer les précurseurs. Il y en a deux grands types. C'est l'acide alpha-linolénique de la famille des oméga 3 qu'on va trouver dans l'huile de colza, par exemple. C'est un acide gras essentiel parce qu'il va être le précurseur de tous les acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3 dont notre organisme a besoin. Il faut qu'on le mange pour assurer cette synthèse des acides gras. Le deuxième acide gras essentiel, c'est celui de la famille des oméga 6 qu'on va trouver par exemple dans l'huile de tournesol, c'est l'acide linoléique. Il faut que consommer, il est essentiel, mais attention, il faut que l'équilibre entre les sources d'acides gras oméga 6 et les sources d'acides gras oméga 3 soit équilibré et qu'on n'ait pas une prédominance de consommation d'oméga 6 comme il a pu exister dans les décennies passées. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on communique beaucoup sur le fait qu'il faut consommer des oméga 3 parce que on a eu trop tendance à favoriser les huiles riches en oméga 6 et à oublier les huiles riches en oméga 3. Mais là, je vais laisser la parole à Sébastien pour développer tout ce qui concerne les oméga 3. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, juste qu'effectivement, en complément, c'est que le rôle des oméga 3 sur l'organisme, il est fondamental, il est structurant, c'est-à-dire qu'il intervient à la fois sur le bon fonctionnement cardiovasculaire, il intervient alors que ce soit les précurseurs alpha-linoléniques ou que ce soit les chaînes longues DHA, EPA par exemple, ils interviennent sur le renouvellement des photorécepteurs rétiniens, donc sur la vision, ils interviennent évidemment sur le bon fonctionnement du cerveau, la fonction cognitive notamment. Donc on se rend compte que ces oméga 3 qu'on a un petit peu oubliés dans notre alimentation jouent des rôles fondamentaux, structurants de notre corps, que ce soit au niveau cardiovasculaire, vision, cerveau, fluidité des membranes également. Donc c'est important effectivement d'en prendre conscience pour consommer à nouveau des produits qui en contiennent, des graines de lin, graines de chia, des noix, de l'huile de lin, de l'huile de colza, de la salade de mâche également, des poissons gras. Voilà, aller chercher tous ces aliments qui vont permettre de rééquilibrer ce rapport oméga 3, oméga 6 dont parlait Béatrice pour le bon fonctionnement de notre organisme. Merci beaucoup. Quelques questions un petit peu plus pratiques pour la dernière partie de notre échange. Comment cuisiner les huiles pour profiter au mieux de leurs bienfaits?
pour Sébastien? D'une manière générale, je dirais que plus on va chauffer un aliment, sauf certains qui nécessitent d'être chauffés, mais plus on prend le risque de le rendre un peu délétère ou de perdre une partie de ses propriétés nutritionnelles. Et ce qui vaut pour un aliment vaut aussi pour une matière grasse, hein. Donc moi, je privilégie tout le temps des cuissons, alors soit des usages à froid, bien sûr, assaisonnement, sauce, sur des plats chauds, ou alors des cuissons plutôt douces, qui vont respecter au maximum l'aliment. Donc des cuissons vapeur, des mijotages, des cuissons au four à basse température, voilà, pour respecter l'ingrédient. Ça me fait toujours un peu sourire parce que souvent mes amis me disent qu'est-ce que je peux prendre comme matière grasse pour la friture. Et je leur dis souvent, mais finalement, est-ce que tu te poses la question de l'aliment que tu vas mettre dans ta friture? Parce que effectivement, c'est lui que tu vas consommer, et malheureusement, quand il va être porté à 180 ou 200 degrés, il va devenir tout autant délétère potentiellement que l'huile elle-même. Donc voilà, donc la friture et la nutrition ne font pas nécessairement bon ménage. On est dans un instant plaisir pur. Et après, pour minimiser le risque, en friture, on va recommander des huiles très résistantes, par exemple des tournesols oléiques, voire certaines huiles d'olive, ou des graisses saturées comme la coco ou la palme. Une question pour Béatrice, y a-t-il une saisonnalité pour manger du gras? Alors, manger du gras, je dirais que culturellement, on mange spontanément plus de gras lorsqu'il fait froid et on a moins envie de manger des aliments très gras lorsqu'il fait chaud. Mais c'est un certain ressenti pour moi. Après, je dirais que comme les huiles se conservent relativement bien, on peut en consommer tout au long de l'année, c'est très bien. Et puis après, ce qui va changer un petit peu, c'est la qualité du beurre ou de la crème fraîche que l'on peut consommer en fonction de la saison. Lorsque les vaches sont au pré, elles vont nous produire un bon beurre, une bonne crème chargée de goût, de polyphénol, voilà. Et puis lorsque vient l'hiver, si on continue à produire du lait à cette période, c'est vrai que c'est plus des animaux nourris au foin, et donc là, la qualité va changer un petit peu. Donc, s'il y a une saisonnalité dans la qualité du gras, je dirais que c'est surtout au niveau de la matière grasse animale, selon le type d'élevage, qui est le type d'alimentation qui va être donné aux animaux. Sébastien, tout à l'heure, vous parliez des besoins de bébé en termes de gras. Est-ce qu'il y a des besoins adaptés à chaque âge de la vie pour le gras? Alors, il y a plutôt, j'ai envie de dire, des besoins physiologiques qui évoluent en fonction de notre âge. Un bébé n'aura pas voilà, les mêmes besoins ni quantitatifs ni qualitatifs qu'une personne âgée ou qu'un adulte, qu'un sportif. Il y a même des distinctions entre femmes et hommes sur le plan énergétique. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très, très connues de la littérature scientifique, puisqu'on a notamment ce qu'on appelle les apports nutritionnels conseillés par population, publiés par l'ANSES, et qui permettent effectivement de savoir globalement sur les matières grasses, notamment donc sur les apports en oméga 3, en oméga 6, en vitamine E par exemple, quels sont les besoins quotidiens par population en fonction de l'âge. Donc on sait globalement quel va être le besoin d'une femme enceinte, quel va être le besoin d'un bébé, ou quel va être le besoin d'une personne âgée, notamment sur ce plan-là, sur la vitamine E par exemple, qui est un antioxydant naturel et dont les besoins augmentent assez considérablement avec l'âge. Donc oui, effectivement, en fonction de nos instants de vie, on a des besoins physiologiques qui évoluent. Et pour finir, est-ce que vous auriez chacun une recette avec des bonnes huiles ou avec une belle diversité de gras pour nos auditeurs? Je me suis dit, moi, par rapport à votre question, finalement, qu'est-ce que je préfère moi au quotidien, quelle que soit la saison, c'est avoir une bonne salade verte. Alors en fonction de la saison, je vais privilégier de la mâche ou alors je vais mettre une bonne laitue. Et ce que j'adore, c'est assaisonner ma salade en fonction de mon envie. Donc je vais faire soit l'huile d'olive, soit un mélange huile d'olive, l'huile de colza, soit je vais privilégier de l'huile de noix quand la saison m'a permis d'avoir quelques bouteilles d'huile de noix à la maison. Et puis après, je vais garnir ma salade verte avec des noix, des graines, en fonction de mon inspiration et de ce que j'ai sous la main. Et puis, je vais pouvoir rajouter un peu de fromage ou alors un petit peu de poisson. On peut sélectionner, si on veut plus d'oméga 3, des poissons gras, du saumon, du maquereau, de la sardine, du thon, en fonction de ce qu'on aime. Et voilà, ce que j'aime, c'est faire un petit mélange comme ça tous les jours, avoir une salade garnie dans laquelle je varie les composés et les huiles que j'utilise.
Voilà, c'est ce que j'ai. Et vous m'avez volé mon mot, c'est je varie pour répondre à mes plaisirs du moment. Merci beaucoup. Sébastien. Alors, moi, c'est pareil, moi, du gras, j'en mets partout, tout le temps, toujours. Hein, donc, c'est difficile de sortir une recette. Néanmoins, il y a une recette que j'aime bien parce qu'elle permet de changer une habitude et elle permet de consommer du gras dès le matin, dès le petit déjeuner, ce qui peut paraître effectivement un petit peu inhabituel. C'est le miam aux fruits. Alors, le miam aux fruits, c'est une espèce de petit déjeuner un peu complet dans lequel on va prendre des bananes qu'on va écraser et dans lesquelles on va rajouter beaucoup de sources de matière grasse. Hein, donc, cuillère d'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile de sésame, mais également des graines, différents types de graines, des noix, des amandes, du lin broyé, etc. Et puis des fruits frais de saison, un petit peu de citron. Et là, on obtient une espèce de petite purée extrêmement gourmande le matin et donc, j'ai envie de dire paradoxalement, très riche en matière grasse à travers les graines et les huiles apportées. On a un produit qui nous permet d'attaquer la journée de manière gourmande et plein de vitalité. Donc j'opterais pour le miam aux fruits. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé l'art de la nutrition. Merci à toi, Louise, pour ton invitation. Merci beaucoup aussi. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Béatrice et Sébastien de nous avoir si bien éclairés sur le sujet. Je rappelle que Béatrice est présidente de la Société française de nutrition et que Sébastien est le fondateur de BioFutur, qui propose entre autres des huiles santé bio sur mesure. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast.